Le pont de Glienicke enjambe les eaux calmes de la rivière Havel en Allemagne, reliant Berlin-Ouest à Potsdam. La simplicité austère et presque dépouillée du pont dissimule les nombreux drames humains qui se sont déroulés sur toute sa longueur pendant certaines des périodes les plus tendues de la guerre froide. C'est sur ce pont même, surnommé le pont des espions, sous le regard attentif de deux superpuissances mondiales, qu'un échange de prisonniers chargés de tension a eu lieu le 11 février 1986. Des journalistes et équipes télé se sont rassemblés à l'ouest du pont pour observer le spectacle. Ce jour-là, sur le pont, se tenait Karel Kucha. Vêtu d'un costume Brooks Brothers et chaussé de mocassins Gucci coûteux, il était accompagné de son épouse tout aussi élégante, Anna Kucha. 20 ans auparavant, ces Tchécoslovaques avaient émigré en Amérique pour recommencer. Émigrés soviétiques, ils ont poursuivi le rêve américain. Pour Karel, cela signifiait progresser dans le monde universitaire. Pour Anna, sa carrière dans le commerce du diamant était lucrative. Tous deux étaient devenus citoyens américains naturalisés. Tout cela n'était qu'un écran de fumée. Karel était en réalité un agent dormant déployé par les services de renseignement tchécoslovaques pour espionner les États-Unis. Il a accompli ce qu'aucun autre avant lui n'avait réussi, infiltrer la CIA en tant qu'espion soviétique illégal. En traversant avec assurance le pont des espions vers la liberté, les autorités américaines ressentaient qu'un traître leur avait échappé. Voici l'histoire de Karl et Anna Kutscher, derniers super espions de la guerre froide. Karel Kucha est donc né le 21 septembre 1934 à Bratislava, la capitale slovaque de la Tchécoslovaquie. Nation encore relativement jeune, la Tchécoslovaquie s'est formée par une union après la chute de l'Empire des Habsbourg entre la Slovaquie, la Bohême et la Moravie. Karel était le fils de Jaroslav, né en Autriche. Sa mère, Irena, était juive. La Tchécoslovaquie comprenait plusieurs groupes ethniques disparates, mais malgré cela, dans les années 30, le pays était sur le point de devenir une puissance industrielle européenne. Mais la montée du nazisme en Allemagne mit fin prématurément à cette perspective pleine d'espoir. Avec l'arrivée imminente du Führer allemand, l'antisémitisme devint omniprésent en Tchécoslovaquie dès 1934. La jeune nation assista impuissante lorsque, le 30 septembre 1938, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie signèrent les accords de Munich. Cela céda de grandes parties de terres tchèques à l'Allemagne, dont les Sudètes, avec une forte population d'origine allemande. Adolf Hitler ne fut pas apaisé et continua donc à annexer davantage de territoires, installant un État fantoche nazi dans le protectorat de Bohême-Moravie. Le 1er septembre 1939, les nazis envahissent donc la Pologne, débutant la Seconde Guerre mondiale. La répression contre les Juifs en Tchécoslovaquie fut sévère, poussant la famille Kucha à quitter Bratislava pour Prague alors que Karel n'avait que 4 ans. C'était 4 ans, espérant y passer inaperçu dans une société plus cosmopolite. La mère de Karel, Irena, passa toute la guerre enfermée dans l'appartement familial, échappant aux nazis. Ses parents et ses 2 frères n'ont pas eu cette chance et ont péri dans les camps de concentration nazis. La libération de la Tchécoslovaquie débuta mi-1944 avec la création d'un gouvernement tchécoslovaque provisoire par les soviétiques en avril 1945. Avec l'avancée soviétique, la Tchécoslovaquie était prête pour la conquête idéologique. Karel Kucha, qui avait alors 11 ans, avait déjà appris à parler anglais en plus de sa langue maternelle, le tchèque. Dès son jeune âge, il a eu des ennuis. Lui, ainsi que d'autres élèves de sa classe, ont protesté contre l'accrochage du portrait de Staline dans les salles de classe. Il avait été expulsé, mais comme le communisme ne dominait pas encore la société, Karel et ses camarades ont pu revenir après un appel réussi. En 1949, Karel a commencé à fréquenter une école francophone à Prague et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne parle couramment le français. Bien qu'intelligent et assidu, il avait un côté résolument anti-autoritaire, qui s'est manifesté lorsqu'il a conspiré avec un groupe de ses camarades de classe en novembre 1949 pour renverser le régime communiste.
C'était une ambition élevée pour un petit groupe de garçons de 15 ans, mais ils ont néanmoins cherché à se procurer des armes à feu pour accomplir leur tâche. Cependant, les adolescents ignoraient pensant qu'un d'entre eux était un informateur pour la service de sécurité de l'État, l'agence de sécurité d'État tchèque, responsable de tout le renseignement et contre-espionnage, tant national qu'international. Lorsque la service de sécurité de l'État a eu vent des plans des garçons, le groupe a été rapidement arrêté. Après un interrogatoire approfondi, les garçons ont été relâchés sans inculpation, les autorités reconnaissant peut-être que les adolescents font parfois des bêtises. Même s'il a échappé à la prison, le jeune Karl avait désormais un dossier service de sécurité de l'État à son nom. Cela le hanterait pendant des décennies et déclencherait sa future vie d'espion. La Tchécoslovaquie était un pays qui tombait rapidement entre les mains du Parti communiste soviétique. Les purges politiques de style stalinien étaient fréquentes et la réforme monétaire a ruiné les économies de nombreuses familles tchèques. Mais après la mort de Joseph Staline, le 5 mars 1953, une lueur d'espoir apparut. Grâce à ces réformes économiques, sociales et politiques, le nouveau dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev, a libéré des millions de prisonniers politiques des prisons soviétiques et a secrètement dénoncé Joseph Staline devant les membres du parti lors de son discours au 20e congrès du Parti communiste. La situation restait difficile en Tchécoslovaquie, le président Antonin Tsar Potocki restant un fervent stalinien, allant jusqu'à ériger la plus grande statue de Staline à Prague en 1955. En 1960, la République socialiste tchécoslovaque est née. Sa transformation politique et idéologique était alors achevée. De retour au pays, Karol se heurtait souvent à son père, Jaroslav. C'était un homme dur qui rabaissait souvent son fils. La famine n'était pas aisée, Jaroslav ayant été contraint de prendre une retraite anticipée de son poste à la poste, et la famille survivait avec une seule maigre pension. Pour gagner sa vie, Karel a travaillé comme guide touristique à Prague dès 15 ans. À ce moment-là, il parlait couramment le tchèque, l'anglais, le français et le russe. Ses compétences linguistiques et son talent de conteur lui ont été très utiles et il appréciait l'occasion d'exprimer sa créativité, ce que son père n'encourageait pas. Après avoir obtenu son diplôme de son lycée français avec les meilleures notes en 1953, Karel a postulé pour étudier à la prestigieuse université Charles, mais étrangement, sa candidature a été rejetée. Il a postulé une seconde fois avec le même résultat. Ce n'est qu'après sa troisième candidature, plus tard cette année-là, en 1953, qu'il a été accepté pour étudier les mathématiques et la physique, des matières choisies pour lui par son père. Évidemment, le dossier service de sécurité de l'État de Karl Kutscher, l'accusant de fauteur de troubles, nuisait à sa carrière et à sa position sociale. Karl a poursuivi ses études avec assiduité, s'inscrivant aussi à l'Académie de Prague lors de sa dernière année à l'université Charles, où il a étudié la théorie du cinéma et l'écriture de scénarios. Karel écrivait à temps partiel pour la télévision tchécoslovaque et enseignait les sciences et mathématiques dans un lycée professionnel, avant d'être nommé professeur assistant de mathématiques à l'Institut de technologie de Tchécoslovaquie. Karel avait déjà travaillé 7 ans comme guide touristique à Prague. Un jour, il a reçu un appel d'un professeur du département de philosophie de l'université Columbia aux États-Unis. Cet appel téléphonique allait bouleverser la vie de Karel. Le professeur George Klein avait appris que Karel parlait bien anglais et voulait savoir s'il pouvait le guider pendant son voyage à travers le pays pour étudier la littérature tchèque et d'Europe de l'Est. Karel accepta l'offre, et ce qui a solidifié la relation entre les deux hommes, c'est lorsque Karel emmena Klein voir la tombe de Franz Kafka, un auteur tchèque encore méconnu dont l'œuvre ne connaîtrait une reconnaissance internationale que de nombreuses années plus tard. Klein a ouvert à Karel un monde de personnes et d'idées qu'il connaissait peu en Tchécoslovaquie, éveillant en lui l'envie de découvrir ce que le monde offrait au-delà du rideau de fer. Karel Kutscher a donc postulé pour intégrer un groupe d'enseignants partant au Mali. Bien qu'il ait été accepté dans le programme, il s'est vu refuser un passeport. Après avoir gagné un concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour enseigner au Cameroun, son passeport a encore été refusé.
Les soupçons de Karel concernant son dossier auprès du service de sécurité de l'État ne seraient hantés confirmés que des années plus tard. Il avait été interdit de voyager hors de la Tchécoslovaquie. Dans une tentative de nettoyer son dossier, Karel a demandé son adhésion au Parti communiste de Tchécoslovaquie en 1960. Un ami l'avait persuadé que, puisque Karel ne pouvait pas les battre, il valait mieux les rejoindre. Frustré mais déterminé à ne pas abandonner, Karel a réussi à postuler en 1962 pour travailler comme scénariste humoristique à la radio tchécoslovaque. Cependant, l'opportunité serait de courte durée, après que Karel se soit disputé avec un agent infiltré de la service de sécurité de l'État après une soirée en ville. Karel a été abordé par l'agent de la service de sécurité de l'État après avoir été vu en train d'embrasser sa compagne, pour lui dire bonne nuit sur le pas de sa porte. Une dispute sans soin-estime suivit, Karel ayant été dénoncé à cause de l'incident et plus tard condamné pour avoir commis une activité criminelle de nature morale. À la suite d'un appel, Karel a été condamné à 2 ans de probation. Cela a suffi pour qu'il soit renvoyé de la station de radio. Cela a mis Karel dans une position difficile, car être sans emploi en Tchécoslovaquie était en fait un crime à l'époque. Il a finalement réussi à trouver du travail comme veilleur de nuit sur un chantier de construction. Il a changé de travail pendant un certain temps, enseignant dans un planétarium puis travaillant comme ouvrier agricole. Un homme aussi intelligent et ambitieux que Karel Kutscher ne pouvait se contenter d'une telle vie. En 1962, Karel a contacté un ami de son ancienne école de cinéma dont il savait qu'il travaillait pour son ennemi juré, la service de sécurité de l'État. Travaillant au sein de la division du contre-espionnage, Jan Lischke avait pour mission d'espionner les acteurs et les cinéastes considérés comme des cibles faciles pour le recrutement ennemi. Lischke a retiré le dossier de Karel des archives de la service de sécurité de l'État et a constaté qu'il contenait un compte rendu détaillé de toutes les anciennes indiscrétions de Karel. Les soupçons de Karel sur les raisons pour lesquelles il n'arrivait jamais à avancer dans la vie furent alors confirmés. Les 2 amis ont réfléchi à la question. La demande d'adhésion au parti n'avait pas suffi à blanchir le dossier de Karel. Pourtant, s'il pouvait être employé par la même organisation qui le harcelait et le freinait, il pourrait peut-être alors faire effacer son dossier. C'était un plan tellement fou qu'il pourrait bien fonctionner. Karl a commencé à accompagner son ami Jan Lischke dans les bars et cafés fréquentés par les agents locaux de la service de sécurité de l'État. Petit à petit, il a commencé à se faire bien voir, ses camarades réalisant bientôt que l'ancien professeur et polyglotte pourrait être utile à l'agence. On ne sait pas exactement quand il a été recruté, mais pendant les 3 années suivantes, Karel a reçu une formation approfondie en espionnage, notamment en communication secrète, en détection et en évitement de la surveillance, ainsi qu'en technique pour réussir les tests au détecteur de mensonges. Karel Kutscher, aussi anti-autoritaire qu'il ait pu être, venait tout juste de s'engager pour devenir un petit rouage dans la gigantesque machine soviétique. Karel a continué à travailler comme ouvrier dans le secteur agricole, ce qu'il savait être utile à sa réinsertion en cours. Une nuit en 1963, lors d'une fête organisée dans l'entrepôt où il travaillait, Karel posa les yeux sur Anna Pardamseva. Karel tomba immédiatement sous le charme de la jeune femme, plus jeune de 10 ans. Non seulement elle était d'une grande beauté, mais il découvrit vite qu'elle venait d'une famille aux solides références communistes. Le père de Anna a rejoint le parti en 1945, devenant chef d'une section locale, puis membre important de l'infrastructure nationale du Parti communiste. Les sentiments étaient un tot et réciproques, et 3 mois après leur rencontre, le couple s'est marié en novembre 1963. Arner connaissait la formation de Karl et son lien avec la service de sécurité de l'État. Tous 2 visaient une première grande mission à l'étranger. Très vite, Karl et Arner ont eu leur grande opportunité. Ils avaient en gagné suffisamment de confiance auprès de la service de sécurité de l'État pour qu'on leur demande de se rendre aux États-Unis et de se faire passer pour des réfugiés dissidents. Une fois en Amérique, leur objectif était de s'intégrer dans les cercles artistiques, journalistiques et scientifiques de l'Est des États-Unis. Ils chercheraient alors à infiltrer les organisations de sécurité et à accéder à des documents classifiés pour les transmettre à leurs agents de liaison tchèques. Ce plan semblait simpliste car il l'était.
Farrell et Hannah ont servi de cobayes lors de la première mission du service de sécurité de l'État pour déployer un agent dormant chez l'ennemi. Il n'y avait pas vraiment de plan, à part amener le couple aux États-Unis et voir ensuite ce qu'ils pourraient en faire. Voyager de derrière le rideau de fer vers l'ouest pendant la guerre froide était difficile. Heureusement, Hannah avait un oncle en Autriche. L'oncle Joseph serait leur accès à l'ouest. Le 11 septembre 1965, Karel et Hannah ont voyagé en Autriche. Ils ont voyagé légers, n'emportant presque rien à part les vêtements qu'ils portaient et un savon contenant un ensemble caché de codes secrets nécessaires pour communiquer avec la service de sécurité de l'État. Communiste convaincu et membre du parti, le père de Hannah a été endoctriné dans l'opération. Il servait de canal par lequel Hannah communiquait en envoyant des messages codés sur des cartes postales. Dans le plan, Karel révéla au professeur George Klein, lors de sa visite, que lui et Hannah voulaient faire défection. Bien sûr, il ne lui a pas révélé sa véritable mission. Ironiquement, la service de sécurité de l'État et Karel soupçonnaient fortement Klein de collaborer avec les services de renseignement américains. Une fois en Autriche, Karel et Hannah se sont présentés à l'ambassade américaine, qui avait été prévenue de leur arrivée par clan, et ont demandé l'asile en Amérique. La beauté de la couverture de Karel, c'est qu'elle était plus ou moins vraie. Son dossier auprès de la service de sécurité de l'État qui l'avait tourmenté toute sa vie servait désormais un autre but, la crédibilité aux yeux de l'Occident. Karel et Hannah ont obtenu l'asile et, le 5 décembre 1965, ont pris un vol charter organisé par le Fonds américain pour les réfugiés tchécoslovaques. Ils partaient non pour l'Amérique afin de débuter leur mission. De retour à Prague, la service de sécurité de l'État se demandait si elle avait pris la bonne décision en choisissant Karel comme sujet. L'agence était consciente de ses opinions progressistes et bien sûr de son passé de démêlé avec la loi. Il savait aussi qu'il avait un tempérament violent, était instable et motivé surtout par l'argent. Seul le temps dirait s'ils avaient fait le bon choix. Karl et Hannah ont rapidement commencé à construire leur nouvelle vie à New York. Tous deux ont rapidement trouvé du travail, ce qui a permis au couple de louer un appartement sur la 55e rue, près de la 8e avenue, et d'acheter une Chevrolet d'occasion. Hannah travaillait chez Harry Winston sur la 5e avenue, triant des diamants. Karl, encore une fois, grâce à sa relation avec le professeur George Klein, a obtenu un poste à Radio Free Europe. Cette station de radio, gérée par la CIA, diffusait des informations pro-américaines et des analyses de politique vers le bloc de l'Est. Pour les soviétiques, Radio Free Europe était leur principal adversaire en propagande. Elle était populaire parmi les étudiants et l'intelligentsia, et l'Union des républiques socialistes soviétiques n'aurait rien voulu de plus que de l'éradiquer complètement. Placer un homme derrière les lignes ennemies devait aider à obtenir des informations sur le personnel de Radio Free Europe, composé de dissidents et de la deuxième génération d'émigrés soviétiques. Karel a toutefois refusé de dénoncer ses collègues à la station de radio. Ces agents de la service de sécurité de l'État étaient régulièrement frustrés par le manque d'informations qu'ils fournissaient, et ce qu'ils partageaient ne leur semblait pas particulièrement utile. Le refus persistant de Karel de coopérer dans ce domaine est resté une source de discorde entre lui et la service de sécurité de l'État pendant des années. Miroslav Polrik, agent de la service de sécurité de l'État sous couverture diplomatique à l'Organisation des Nations Unies, était responsable de Karel Kutscher durant la première phase de sa mission. Miroslav et Karel se rencontraient chaque mois, Karel recevant à chaque fois quelques centaines de dollars. Koral était cependant toujours un agent dormant, attendant patiemment le moment où il parviendrait à s'infiltrer au cœur des services de renseignement américains. En 1966, toujours déterminé à intégrer le milieu universitaire américain, Koral a postulé et obtenu une bourse pour étudier à l'Université de l'Indiana. Koral et Harner ont donc fait leurs valises et ont déménagé à Bloomington, dans l'Indiana, en septembre 1966. Bloomington n'était pas à Manhattan et donc au printemps de l'année suivante, Koral et Harner cherchaient déjà à retourner à New York. George Klein s'est révélé utile une fois de plus en présentant Koral à un professeur de l'université Columbia,
Ainsi, après avoir passé 2 semestres dans l'Indiana, Corral s'est vu offrir et a accepté un poste à l'Institut russe de Columbia tout en préparant son doctorat. Ce groupe de réflexion était dirigé par Zygmunt Brzezinski, un polono-américain éminent, futur conseiller du président Lyndon B. Johnson. Carrel s'entourait assurément de personnes influentes. Malgré leurs progrès évidents, les Kutcher ressentaient la pression financière, ce qui mettait leurs relations à rude épreuve. Leurs emplois étaient peu rémunérés et ils se sentaient très éloignés des collègues universitaires de Carrel, soutenus par de vieilles fortunes. Les Kutcher ignoraient que des événements en Tchécoslovaquie allaient bientôt aggraver leurs soucis. En janvier 1968, Alexandre Dubček a été élu premier secrétaire du Parti communiste de Tchécoslovaquie. La population y a vu un espoir de changement après des années de mécontentement dû aux difficultés économiques et à l'absence de liberté politique chez les Tchécoslovaques. Le souhait de Dubček était d'introduire un socialisme à visage humain. Il voulait démocratiser le gouvernement et accroître la liberté de la presse, d'expression et de circulation. Il avait également pour objectif une économie plus décentralisée. Toutes ces ambitions représentaient un écart significatif par rapport au contrôle strict de type soviétique qui caractérisait le bloc de l'Est. La politique de réforme de Dubček, appelée son programme d'action, était vue avec une profonde méfiance par l'Union soviétique et les autres nations du pacte de Varsovie. Ils redoutaient la diffusion d'idées libérales chez eux. La tension atteignit son paroxysme lorsque, tard dans la nuit du 20 août 1968, l'Union soviétique, accompagnée de forces de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne, de l'Est et de Bulgarie, envahit la Tchécoslovaquie. L'invasion rencontra une résistance non violente généralisée en Tchécoslovaquie, mais le printemps de Prague fut vite étouffé. Les conséquences de l'invasion soviétique furent une période de normalisation durant laquelle le statu quo fut rétabli. Le dirigeant soviétique, Léonid Brejnev, a démis Dubček de ses fonctions et a procédé à une purge massive des responsables et employés du gouvernement, dont la plupart furent remplacés par des fidèles communistes intransigeants à la manière soviétique. Sur la scène internationale, l'Occident a condamné l'invasion, voyant précisément à quel point la tolérance soviétique envers toute forme de réforme sociale et politique était faible. La fracture de la guerre froide s'est accentuée quand les États satellites ont compris qu'ils étaient soumis à leur suzerain soviétique, qu'ils le veuillent ou non. De retour à New York, Carrel observait la scène avec dégoût. Plus tard, Carrel se disait patriote tchèque et affirmait que sa première loyauté allait à la Tchécoslovaquie et au peuple slovaque, pas à l'Union soviétique. Il détestait le régime qui avait envahi son pays et refusait de collaborer avec ceux installés par le nouveau régime fantoche soviétique en Tchécoslovaquie. L'agent de liaison service de sécurité de l'État de Carrel fut l'une des victimes de ces purges, remplacé par un nouvel homme loyal au KGB. Karel Kuchar perdit presque toute motivation à continuer son travail pour la service de sécurité de l'État. Il envisagea de faire défection, cette fois pour de bon, et de tout révéler au FBI. En 1969, il quitta son emploi à Radio Free Europe après l'annulation de l'émission sur laquelle il travaillait. Après des mois à rester discret et à éviter tout contact avec ses agents de liaison, Karl reçut un signal pour rencontrer la service de sécurité de l'État le 30 mars 1970. Karl n'a assisté ni à la réunion ni à la date de secours prévue. Pendant les mois suivants, Karel s'est fait discret. Karel n'a accepté de rencontrer son nouvel agent de liaison que le 10 octobre 1970. La réunion au restaurant Continental ne s'est pas passée comme prévu pour la service de sécurité de l'État, Karel s'étant mis en colère et menaçant son nouvel agent de liaison. Malgré cette rencontre houleuse, les deux hommes ont accepté de se revoir quelques mois après. Corral a reçu une liste de documents et d'informations que ses supérieurs voulaient obtenir. Que Corral fournisse les documents ou non devenait une vraie épreuve de loyauté, le service de sécurité de l'État commençant à en douter sérieusement. En décembre 1970, quand Corral est arrivé les mains vides à la réunion suivante, le service de sécurité de l'État a commencé à perdre espoir en son agent. Ils ont même envisagé de le faire tomber ou de saboter sa vie aux États-Unis.
Durant cette période, Karel a même visité le FBI en novembre, déclarant avoir été contacté par les renseignements tchèques. Karel pensait qu'en avouant tout et en proposant de devenir agent double, il éviterait les poursuites et pourrait rester aux États-Unis. Le FBI, alors focalisé sur la mafia, n'a pas donné suite à la proposition de Karel, ni pris d'autres mesures. Le 21 septembre 1971, Karel est devenu citoyen naturalisé des États-Unis. La demande de Hanna a été retardée à cause de ses liens familiaux avec le Parti communiste tchèque, mais elle a obtenu la citoyenneté l'année suivante. Pendant que la service de sécurité de l'État cherchait comment rompre avec leur agent, elle ignorait que Karel allait faire sa plus grande percée. De plus en plus frustré par ses perspectives d'emploi, Karel s'est rendu au bureau de placement de l'Université Columbia, où il a exprimé son intérêt pour travailler pour le gouvernement américain. Étant donné sa maîtrise du tchèque et du russe, on lui a suggéré de postuler à la CIA et donc, en avril 1972, muni de lettres de recommandation de Klein et Brzezinski, c'est exactement ce que Karel a fait. La CIA recherchait activement des hommes comme Karel, parlant russe et autres langues d'Europe de l'Est, ce qui en faisait un candidat idéal. En plus de l'entretien habituel, il fallait aussi passer un test au détecteur de mensonges. Mais pour un homme comme Karel, ce n'était pas un gros problème. Il était physicien. Il avait été formé par la service de sécurité de l'État à réussir les tests au détecteur de mensonges en maîtrisant ses réactions physiologiques. Corral a brillamment réussi le test. En février 1973, Coral Couchard a déménagé à Washington District de Columbia, où il a commencé à travailler pour une branche secrète de la division soviétique et est-européenne de la CIA. Là-bas, sa mission était d'écouter les conversations secrètement enregistrées entre les cibles soviétiques de la CIA. En raison de sa relation tendue avec la service de sécurité de l'État, Karel n'avait même pas expliqué à ses agents pourquoi il déménageait à Washington. Les services de renseignement tchèques ont été plutôt stupéfaits lorsqu'ils l'ont découvert, et l'information est rapidement remontée la chaîne de commandement jusqu'au KGB. Soudain, l'intérêt pour Karel Koucha augmenta. La service de sécurité de l'État a dû faire face au fait que, aussi instable que soit leur agent, il avait réussi, entièrement par ses propres moyens, à infiltrer la Central Intelligence Agency. Contre toute attente, Karel Kucher avait réussi, et l'agent dormant de la service de sécurité de l'État était sur le point d'être activé. Grâce à son habilitation top secret, Karel a commencé à transmettre des informations cruciales à ses agents de liaison. Il leur a dit que le chef de station du KGB à Beyrouth était surveillé, que la mission militaire tchécoslovaque à Berlin-Ouest était observée et que la CIA écoutait 4 lignes téléphoniques à l'ambassade soviétique de Bogota. Après avoir écouté et traduit des dizaines de conversations provenant de ces lignes téléphoniques mises sur écoute, Karel a appris que la CIA tentait de recruter un diplomate soviétique en poste à Bogota. En 1973, Alexandre Ogorodnik profitait de son séjour loin de Moscou, en Amérique latine, peut-être même un peu trop. Il venait d'apprendre que sa maîtresse colombienne était enceinte, et ses supérieurs n'allaient pas du tout être ravis lorsqu'ils l'apprendraient. Une opération conjointe des renseignements colombiens et de la CIA a permis de recruter Alexandre Ogorodnik comme espion pour l'Occident. Sous le nom de code Trigon, Alexandre Ogorodnik fut vite rappelé à Moscou pour un poste au département des Affaires mondiales du ministère soviétique des Affaires étrangères. La CIA était ravie d'avoir un agent au cœur de l'Union soviétique. Martha Marty Peterson, première femme officier traitant à la station CIA de Moscou, gérait son dossier. Ogorodnik a été arrêté en juillet 1977 après que le KGB a eu vent d'un échange de boîtes mortes organisé avec Peterson. Pendant l'interrogatoire, Ogorodnik a mordu un stylo fourni par la CIA. À l'intérieur, il y avait une capsule de cyanure. Il était mort en secondes. Une enquête ultérieure sur l'opération compromise a révélé que les traductions du rapport de l'agent Trigon du russe vers l'anglais avaient été préparées par nul autre que Karel Kucher. Qu'il l'ait apprécié ou non, il y avait un coût humain bien réel au travail que Kucher accomplissait. Ayant démasqué un agent double soviétique, Karel connaissait la vraie valeur de sa position à la CIA,
tant pour la service de sécurité de l'État que pour l'organisation dirigeante aux ressources supérieures. Il s'en servit comme monnaie d'échange pour exiger une meilleure compensation du KGB. Anna n'était pas une simple spectatrice dans les manigances trompeuses de son mari. Elle avait choisi de rester à New York pour poursuivre son travail dans le commerce du diamant. Elle gagnait bien sa vie, avec un salaire de 22 000 $ par an en travaillant pour Savion Diamant, mais elle était aussi devenue une courrière pour son mari, rencontrant des agents du service de sécurité de l'État et recevant des paiements en espèces pour les documents et informations qu'elle remettait. Son travail de négociante en diamant, qui exigeait de nombreux déplacements à travers le monde, lui offrait une excellente couverture pour ses nombreux voyages à l'étranger. Corral était impatient de retourner à New York, ce qu'il fit à l'été 1975 après avoir accepté une mutation au bureau de recherche politique de la CIA, où il travailla sous contrat, gagnant 12 000 $ par an. Cherchant toujours plus de richesse et de statut, Karl réclamait sans cesse plus d'argent aux soviétiques. Il affirmait ne pouvoir s'intégrer qu'en ayant une égalité financière avec ses collègues et contemporains. Karl a reçu 21 000 $ de plus, qu'il a utilisé en janvier 1976 pour verser un acompte sur un appartement du luxueux Park Regis dans l'Upper East Side de Manhattan. La vie allait bien pour les couchers à ce stade. Ils s'étaient complètement assimilés à leur nouvelle vie américaine, gagnaient bien leur vie et Karl était le chouchou du service de sécurité de l'État et du KGB. Cependant, le couple a mené son hédonisme à l'extrême. Ils vivaient dans le matérialisme. L'argent, la drogue et le sexe étaient les maîtres mots de leur quotidien. Dès que Karl a rejoint la CIA en Virginie, lui et Anna ont commencé à fréquenter des soirées libertines le week-end. Ils sont devenus échangistes et faisaient la fête avec les élites de Washington à New York. Le couple assistait chaque semaine à ces soirées dans des lieux portant des noms comme Plato's Retreat, The Hellfire, The Swinging Gate et Capital Couples. Ces activités extra-conjugales s'ajoutaient aux nombreuses vacances que Karl et Anna prenaient ensemble, aussi bien chez eux aux États-Unis qu'en Europe. Karl est devenu fanatique de fitness. S'il ne faisait pas du jogging, il s'entraînait à la salle de sport de l'Association hébraïque des jeunes hommes, sur la 92e rue. La vie d'espion de Karl atteignait de nouveaux sommets. À mesure qu'il prenait de l'ancienneté dans son rôle à la CIA, on lui demandait non seulement de traduire des enregistrements et des rapports, mais aussi de fournir sa propre analyse politique des documents qu'il traduisait. Ce qui avait commencé comme un pari de la part d'une agence d'espionnage tchécoslovaque inexpérimentée rapportait désormais des dividendes majeurs. Le succès de Karel était si remarquable que des rapports sur ses activités étaient parvenus jusqu'au bureau d'Oleg Kalougine, le chef du contre-espionnage étranger du KGB. Il était essentiellement l'un des meilleurs chasseurs d'espions du KGB. Il y avait cependant un petit hic. Oleg Kalougine était soupçonné de travailler secrètement pour la CIA. En août 1976, Karel et Anna ont rencontré la service de sécurité de l'État en Autriche durant leurs vacances en Europe. À leur arrivée, on leur a dit qu'ils étaient un peu rappelés en Tchécoslovaquie, pour d'autres réunions. Là-bas, Karel a été emmené dans une planque de la service de sécurité de l'État dans un petit village près de Prague, où il a été confronté à la collusion. Pendant des heures, il a été passé à la moulinette, interrogé sur chacun de ses faits et gestes depuis son arrivée sur le sol américain. À la fin de la séance, Karel a reçu un ultimatum, passer à la télévision tchèque pour avouer l'espionnage et dénoncer la CIA, ou être abandonné à son sort. Karel a refusé catégoriquement, disant que s'il n'était pas autorisé à retourner aux États-Unis, des gens viendraient le chercher. Lui et Arner étaient, après tout, des citoyens américains. Les deux espions étaient en une impasse. Karl et Arner furent autorisés à contre-cœur par le KGB à retourner aux États-Unis, mais leur vie, savait-on, avait été complètement bouleversée. De retour à Moscou, Kaloujan rédigea un rapport dénonçant Karl comme un espion américain. Était assez influent au KGB pour que sa décision soit jugée définitive. Maintenant coupés de leur contact, Arner continua à travailler dans le commerce du diamant et Corral retourna à une vie tranquille dans le milieu universitaire après la fin de son contrat avec la CIA. Durant les 5 années suivantes, les Kouché connurent sans doute pour la première fois en Amérique un vrai rire.
Au début des années 1980, le pouvoir d'Oleg Kalugin déclinait. Des rumeurs circulaient sur la possibilité qu'il soit un traître, et il fut rétrogradé au poste de chef adjoint du KGB de Leningrad. Alors que le monde du renseignement soviétique commençait à perdre confiance en leur ancien général, des questions commencèrent à surgir concernant certaines des décisions qu'il avait prises dans les prises en cours de route. Avec un regard neuf, l'interrogatoire et la dénonciation de Koral Koutcha par Kalugin en 1976 commencèrent à être vus sous un nouveau jour. La service de sécurité de l'État s'est rendu compte qu'elle gaspillait l'un de ses agents illégaux les plus précieux, bien que volatile. En mai 1981, le chef du KGB, Yuri Andropov, lança l'opération Ryan. Il s'agissait d'un programme de renseignement militaire soviétique conçu pour établir des preuves de plans américains visant à lancer une première frappe nucléaire contre l'Union soviétique. L'administration Reagan apaisa peu les craintes soviétiques, et le discours de Ronald Reagan sur la guerre des étoiles en 1983 accentua les tensions. Les soviétiques avaient un besoin d'informations sur le terrain et mirent rapidement en place des plans pour se réconcilier avec Karel. Un agent de la service de sécurité de l'État du nom de Jan Fiel fut chargé de réactiver Karel en tant qu'agent. C'était un visage familier pour Anna, qui avait déjà rencontré cet homme lors de précédentes remises. Il est allé aux États-Unis en 1982 et a repris contact avec Karel. Ennuyé et insatisfait, Karel Kutscher n'a pas hésité à accepter l'offre de Jan Filet. Karel a obtenu un poste dans l'équipe de campagne du candidat au poste de gouverneur de New York, Lewis Lurman. Il se faisait ainsi des contacts importants dans les cercles républicains et avait une compréhension aiguë de la situation politique en évolution en Amérique. Heureux d'avoir repris son travail d'espion, Karel commençait pourtant à devenir anxieux. Entre l'homme voyant avec des jumelles de l'autre côté de la rue, le bruit étrange et occasionnel de clics sur son téléphone fixe et le type que Karel croisait sans cesse à la salle de sport, il était convaincu d'être surveillé. Anna, obsédée par la surveillance, avait cessé de travailler comme coursière dès octobre 1983. En janvier 1984, Karel fit de même, annonçant la fin de sa coopération avec la service de sécurité de l'État en envoyant un message à Prague. Les inquiétudes de Karel et Anna concernant un éventuel compromis étaient telles qu'ils planifiaient, depuis plusieurs mois, de quitter les États-Unis. En novembre 1984, ils ont vendu leur appartement à Manhattan, transférant le produit de la vente sur un compte bancaire à Zurich en prévision d'un déménagement en Autriche. Leurs préoccupations concernant la surveillance étaient donc fondées. Depuis plusieurs mois, le FBI surveillait Karel et Anna. Grâce à la surveillance de routine menée par l'équipe de contre-espionnage du FBI, Karel commença à apparaître régulièrement parmi les différents ressortissants tchèques que le FBI avait sur sa liste de surveillance. On croit aussi que Jan Fila, qui avait recruté Karel, travaillait alors pour la CIA. Fila a soudainement disparu, peut-être dans le programme de protection des témoins de la CIA. Selon le KGB, Oleg Kalugin avait trahi Karel Koutcha. Le 15 novembre 1984, les Koutcha ont quitté une réunion à la banque après avoir vendu leur appartement. Karl accompagna Anna jusqu'à son bureau dans l'immeuble du Diamond Club, sur la 47e rue. Et l'accompagna dedans. Quelques minutes plus tard, il sortit de l'immeuble seul. Il vit un visage familier. C'était l'homme qu'il croisait souvent à la salle de sport. Celui-ci le fixa et s'avança vers Koral, main tendue. « J'ai des amis qui aimeraient en te parler, » dit l'homme. Koral sut immédiatement qu'il regardait dans les yeux d'un agent du FBI. Même s'il savait ne pas être arrêté, Koral jugea préférable d'accepter l'invitation de l'homme. Une voiture s'est arrêtée et Koral laissé monter. Koral a été conduit dans un hôtel à proximité et emmené dans une suite donnant sur Central Park. C'était une opération conjointe de la CIA et du FBI. Koral a dû s'asseoir et l'interrogatoire a débuté aussitôt. Ils ont dit que Harner avait aussi été arrêté et interrogé ailleurs. Malgré de nombreuses heures d'interrogatoire et l'accusation directe d'être un espion soviétique, Koral a gardé son sang-froid. Si le FBI et la CIA avaient l'intention d'obtenir des aveux de Koral, ils n'allaient pas réussir. Faute de preuves directes d'espionnage, les agents du Rhin ont relâché Karl et Anna plus tard dans la journée.
Karl accepta cependant de rencontrer à nouveau la CIA et le FBI, mais les entretiens suivants n'apportèrent guère plus aux enquêteurs. Finalement, Karl se vit proposer un accord par la CIA, avouer son espionnage et coopérer pleinement avec l'enquête, auquel cas il serait éventuellement autorisé à quitter le pays en homme libre ou bien faire face à des poursuites et risquer de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Karl céda à l'instinct de survie et accepta l'accord. Après avoir fourni une sorte d'aveu, les Kutcher étaient programmés pour quitter définitivement les États-Unis en direction de l'Autriche. Le 27 novembre 1984, il fut décidé que le FBI accompagnerait le couple à l'aéroport. Au lieu de cela, revenant sur l'accord qui leur avait été proposé par la CIA, le FBI a arrêté Karl Kutcher pour espionnage et a détenu Harner en tant que témoin matériel. Karl a été détenu au Metropolitan Correctional Center de New York. Bien qu'il sache qu'il risquait une peine de prison à perpétuité, voire pire, la peine capitale, il savait aussi que les enquêteurs n'avaient pas grand-chose contre lui. Au fil de l'affaire, Anna a fini par passer 4 mois en prison après avoir été accusée d'outrage au tribunal pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury. Elle a été libérée en attendant un appel. La gestion de l'affaire Kutcher illustre comment échouait une opération. Les aveux que Karel avait fournis dans le cadre de son accord avec la CIA étaient entachés et ne seraient donc pas recevables devant le tribunal. Sans les aveux, les enquêteurs n'avaient guère plus que des preuves circonstancielles. Les procureurs étaient néanmoins sous pression pour porter l'affaire devant les tribunaux et ainsi, Karel croupissait en prison en attendant son procès. Sans option, Karel a conçu un plan astucieux. Par l'intermédiaire de son avocat, il a écrit une lettre au chef du KGB, Vladimir Krychov. Karel a proposé d'être échangé contre Nathan Sharansky. Si ce nom ne vous dit rien aujourd'hui, il vous aurait été familier au milieu des années 80. Nathan Sharansky était à l'époque le prisonnier politique le plus célèbre du monde, ayant été détenu en Russie après avoir tenté d'émigrer en Israël en 1973. En 1977, il a été emprisonné pour espionnage. En réalité, il n'était pas espion, seulement doué pour dévoiler la corruption et la cruauté de l'Union soviétique. Il était dissident et symbole mondial de résistance. C'était audacieux de la part de Karel de penser que le KGB accepterait de l'échanger contre leur prisonnier le plus en vue. Même l'avocat de Karel doutait, pensant alors que son client n'était qu'un espion de second ordre. Le pari a réussi. Que le KGB ait réellement considéré Karel Kutcher comme l'un de ses espions les plus efficaces ou qu'il ait simplement vu l'échange de Sharansky comme un coup de publicité et de propagande, nous ne le saurons jamais. Nous savons que des mesures ont vite été prises pour un important échange de prisonniers sur le célèbre pont de Glienicke. Pour les procureurs américains, l'échange de prisonniers devait être la lueur d'espoir dans un ciel autrement très sombre. Pour faire simple, l'enquête et la poursuite menée par Coral avaient été bâclées. Les procureurs avaient très peu de chances d'obtenir une condamnation. Au moins, avec un échange de prisonniers, ils obtiendraient même quelque chose de tout ce fiasco. Dans le cadre de l'accord, Karel a plaidé coupable d'accusation d'espionnage le 3 février 1986 et a été contraint d'accepter une peine de prison à vie, commuée en temps déjà purgé. Anna et lui ont renoncé à leurs passeports américains et ont été déclarés persona non grata. Après les formalités, les 2 espions tchèques ont été acheminés par avion de New York à Francfort, puis sont partis à Berlin pour l'échange. Karel portant une paire de mocassins Gucci et un costume sur mesure Brooks Brothers, et Anna, vêtue d'un manteau de fourrure noire et d'un chapeau de fourrure blanche, ont traversé le pont d'un pas assuré sous les flashs des appareils photo. Sharansky a repassé le pont, accompagné d'autres prisonniers politiques échangés ce jour-là. Karel et Anna sont montés dans la Mercedes-Benz dorée de l'avocat d'espion Wolfgang Vogel et ont vite traversé la frontière. Karel et Anna ont reçu un accueil de héros à leur retour à Prague. Ils ont reçu une maison et une Volvo neuve en récompense, et Karel a rapidement obtenu un poste à l'Institut pragois de prévision économique. Anna a commencé à travailler comme traductrice pour l'ambassade britannique à Prague, mais son employeur a fini par découvrir son passé d'espionne et elle a été licenciée.
La renommée de Karel et Anna en tant que héros nationaux n'a pas survécu à la chute de l'Union soviétique. Le jour de Noël 1991, lorsque le drapeau à la faucille et au marteau a été retiré du Kremlin, les Koutchers sont devenus de simples vestiges d'une époque révolue. Karel et Anna vivant encore aujourd'hui en République tchèque dans une relative obscurité. Leur vie monotone contraste fortement avec l'hédonisme d'autrefois. Karel Kutscher s'est finalement demandé si tout ce qu'il avait fait avait vraiment compté dans le grand ordre des choses. C'est tout. Je veux dire, la vie d'un homme, d'accord, c'était excitant d'une certaine manière, mais tu veux voir une certaine réussite. Tu as vraiment fait une différence. Quelle différence ai-je faite? Qu'ai-je accompli? Je ne sais pas si je le referai. Merci.